Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour à toutes et tous. Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons le numéro spécial que nous avons choisi de réaliser en participant à la 2e édition du Podcaston, un événement caritatif né en 2023 et qui rassemble les podcasteurs francophones qui souhaitent mettre une ASBL ou une association à l'honneur. Nous n'allions évidemment pas rater cette occasion et comme nous avions déjà envisagé de travailler avec Louvain Coopération pour parler de la santé des femmes et des mamans en dehors de nos frontières, l'occasion était trop belle. J'accueille aujourd'hui au micro Émilie Sténier et Marie Devreux. Émilie, vous êtes chargée de communication et chargée de la récolte de fonds. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Et Marie, vous êtes responsable communication et récolte de fonds pour Louvain Coopération également, oui. Nous allons parler dans quelques instants d'engagement, d'action, de solidarité, de développement durable et de santé des femmes, bien sûr. Mais on va sûrement partir un petit peu en voyage aussi et nous verrons ensemble comment faire pour soutenir Louvain Coopération. C'est parti ? C'est parti. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Alors Émilie, qui es-tu ? Moi je suis chargée de communication pour Louvain Coopération. Je suis journaliste de formation et puis je suis maman aussi de 2 petits garçons. J'ai travaillé au sortir de mes études à l'UC Louvain 3 ans comme journaliste freelance et puis j'ai eu envie de plus m'investir dans des projets de développement. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur depuis longtemps et j'ai pu développer une collaboration avec Louvain Coopération. Je suis devenue salariée pour eux, c'était une grande chance pour moi et là je suis là-bas depuis 6 ans maintenant. 6 ans, très bien. Et toi Marie, alors qui es-tu ? Bonjour, donc moi c'est Marie, j'ai 42 ans, bientôt 43 et je suis maman de 3 enfants, 2 ados et une petite de 8 ans. Moi ça fait 10 ans que je travaille chez Louvain Coopération. J'ai commencé simplement comme responsable, on va dire B2B, donc des relations plus entreprises et fondations. Et maintenant ça fait 5 ans que je chapeaute le département communication, marketing et récolte de fonds. Et avant ça, j'ai travaillé dans une autre ONG qui s'occupait principalement de questions de cécité. Et voilà pour mon parcours, les études. Oui, ça fait déjà bien longtemps, mais c'était Sciences Po, management, beaucoup de choses, voilà. Alors, si tu devais définir ce qu'est Louvain Coopération, Marie, tu nous dirais quoi ? Alors, Louvain Coopération, c'est avant tout l'ONG de l'UC Louvain. L'UC Louvain, c'est l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Donc, c'est son nouveau nom. Avant, on appelait ça l'UCL. Maintenant, c'est l'UC Louvain depuis quelques années. Alors, Louvain Coopération aussi, c'est une ONG de développement. Donc, on n'est pas du tout une ONG humanitaire. On n'agit pas spécialement suite à des catastrophes naturelles. On est présent sur le long terme dans les pays où on travaille. Et donc, notre mission principale, c'est évidemment de réduire la pauvreté et les inégalités. Et pour ça, on est présent dans 8 pays des Suds, comme on dit, principalement en Afrique, mais aussi en Amérique andine et en Asie et en Belgique, où on travaille principalement avec les académiques, les étudiants, à les sensibiliser justement aux thématiques nord-sud, à un peu décloisonner certains clichés et tout ça. Et sinon, on est très fortement évidemment lié à l'université, de par notre histoire, et de ce fait, de par les thématiques sur lesquelles on travaille, qui sont variées, diverses, ce qui est notre force et en même temps un peu notre faiblesse. Et dans ces thématiques sur lesquelles on a développé pas mal d'expertise depuis de nombreuses années, il y a l'entrepreneuriat, l'agriculture durable et bien évidemment tout ce qui touche à la santé, les maladies non transmissibles et l'accès aux soins de santé qui est une grande thématique chez Louvain Coopération. Et donc on va dire pour terminer, pour présenter Louvain Coopération, que notre spécificité, c'est notre approche universitaire, c'est d'essayer de trouver des solutions novatrices en s'appuyant sur les académiques, les chercheurs, les étudiants qui sont des partenaires privilégiés et on est dans une logique de co-construction de nos projets. Vraiment, on réfléchit ensemble, on essaie de trouver un maximum de synergie et pour mettre en place des projets, des solutions, on essaye le plus possible novatrices, impactantes et durables, bien évidemment. Bien sûr. Et les étudiants sont réceptifs, justement ? On a une grande dimension, une grande thématique de travail, c'est justement l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Donc, on travaille énormément. En Belgique,
l'Afrique, il y a cette petite particularité qu'on appelle les cotes, les cotes à projet. Et donc, c'est aussi les acteurs avec lesquels on travaille ici à l'UNIF et également dans les autres pôles de l'UC Louvain. Ils nous servent aussi d'acteurs relais parce que les étudiants parlent le mieux aux étudiants. Et donc, on essaye aussi surtout beaucoup de travailler avec eux. Donc, on a des projets dans les cursus, hors cursus, avec les cotes à projet. Et donc, oui, ils sont réceptifs, mais le but, évidemment, c'est pour nous, la mission, c'est surtout de toucher ceux qui ne le sont pas du tout encore et pas de convaincre et de prêcher les convaincus. Et là, bon, évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais on fait énormément d'activités avec eux. Il y a un carnet d'activités, un agenda plutôt d'activités qui est très, très intense tout au long de l'année avec les étudiants, avec les professeurs, dans les cursus, en dehors les cursus. Donc, voilà. Alors, pour nos auditeurs français, petite précision, l'UNIF, c'est la fac. Tout et à fait. un code, c'est une Oui, colocation, c'est une spécificité un belge. petit appartement d'étudiant en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie de t'investir dans le domaine associatif et plus particulièrement dans Louvain Coopération ? C'est quelque chose qui m'anime depuis toute petite. J'ai un petit côté révolté quand même depuis assez jeune. Et j'étais très fortement touchée quand j'étais plus jeune par les conflits, les guerres. Je voulais être reporter de guerre, pour te dire. Et donc, c'est ce qui m'a aussi un peu guidée dans mon choix d'études. J'ai fait sciences politiques. Et j'ai travaillé au sortir de mes études, après avec mon mari, qui à l'époque mon amoureux, on est parti travailler 1 an comme bénévole en Amérique latine et c'était un peu une évidence en revenant de là que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de mettre du sens dans mon travail au quotidien. Bon, ça n'a pas été évident parce que c'est un secteur qui n'a pas énormément de moyens. Donc, quand il y a des budgets qui se libèrent pour engager quelqu'un, il faut être le bon candidat. Évidemment, comme tout le temps, quand on n'a pas d'expérience, ça rend les choses plus compliquées. Et donc, j'ai travaillé 3 ans d'abord dans une grosse multinationale allemande qui fait des logiciels informatiques intégrés. C'était un enfer. Pas entendre parler de rentabilité, de faire payer le client le maximum du maximum. Et donc, en fait, là, c'était juste insensé, en fait. Oui. Ouais. Et j'étais à la recherche d'autres choses. Après 3 ans, il fallait quand même un peu payer les loyers et tout ça. Et je me suis engagée d'abord dans une plus petite ONG pour commencer, on va dire, en bas de l'échelle, parce que j'avais pas vraiment d'expérience dans le secteur. Et que, c'est malgré tout un secteur assez compétitif aussi, le secteur des ONG, parce qu'il n'y a pas énormément de postes et que, il y a quand même pas mal de personnes qui voudraient travailler là-dedans, pour qui sont en recherche de sens, en fait. Il y a pas mal d'idéalistes. Voilà, exactement, et j'en fais partie. Donc, c'est effectivement par idéal. Moi, j'ai besoin le matin de me lever et de savoir que je ne vais pas remplir les poches des actionnaires et que même si c'est pas le monde des bisounours, qu'on fait parfois un pas en avant et 10 en arrière, qu'au moins mon job a du sens. En tout cas, pour moi, il en a énormément, quoi. Pas compte. Exactement. Ne rester à rien faire, ça va pas faire avancer le schmilblick, comme on dit en Belgique aussi. Je propose qu'on parle de la santé des femmes, puisque c'est le sujet qui fait le plus sens pour Demande à ta mère, pour raccrocher avec notre podcast. En tout cas, dans tous les axes que vous défendez, c'est celui qui résonne le plus. Et dans votre communication, j'ai trouvé que vous disiez la santé des femmes n'a pas de prix. Et je trouve que c'est vrai. Et Émilie, tu vas nous en parler. Et la santé des femmes, c'est aussi souvent la santé des mamans. Alors pourquoi c'est si important pour Louvain Coopération de s'investir dans cette voie et dans des pays moins favorisés surtout ? Donc il faut savoir qu'à la base, la santé, c'est un des sujets clés de Louvain Coopération parce qu'on est aussi lié à la faculté de médecine de l'UC Louvain. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est encore une très grande problématique, la santé maternelle. Il faut savoir que chaque jour, 830 mamans meurent pendant leur accouchement ou leur grossesse. Et 99% de ces décès maternels surviennent dans des pays dits à faible revenu. Selon l'OMS, la plupart de ces décès pourraient être évités par des simples suivis de grossesse. En fait. Donc, c'est vraiment un problème d'accessibilité aux soins de santé. Il y a aussi une énorme problématique par rapport aux grossesses adolescentes. Donc, il faut savoir que dans la plupart des pays en voie de développement, la première cause de décès des adolescentes, c'est ça, c'est les grossesses précoces. Donc voilà, c'est une très grosse problématique sur laquelle nous, on veut agir à notre échelle. Et donc voilà, juste les chiffres parlent d'eux-mêmes et il est vraiment très important de faire quelque chose. Quand tu dis grossesse précoce, elles ont quel âge ces jeunes filles ? De 12 à 17 ans. Oh là, ouais, effectivement. Alors vous êtes actif d'ailleurs un peu partout, tu l'as dit Marie, en Afrique et aussi au niveau de l'Amérique du Sud. Dans quel pays exactement ? Faisons rêver un petit peu nos auditeurs. Donc voilà, si on part en Afrique, on est en Afrique de l'Ouest, donc au Bénin et au Togo. On est en République démocratique du Congo, au Burundi, à Madagascar. Puis en Amérique andine, on est en Bolivie et au Pérou. Et en Asie, on est au Cambodge.
Voilà, quand je dis faisons voyager nos auditeurs, c'est pas simplement pour le beau, justement, mais c'est aussi pour prendre conscience que quand on va, quand on a la chance d'aller dans ces pays, mais il faut aussi être conscient de la dureté de la vie aussi et de la réalité des gens qui y vivent. Je peux compléter juste un tout petit peu aussi par rapport à ce qu'Émilie disait, c'est qu'on est dans ces pays-là, les zones dans lesquelles on travaille, c'est principalement les zones rurales et périurbaines, parce que c'est là que se trouvent les populations les plus défavorisées. Il faut savoir que, bon, ça c'est des chiffres plutôt pour l'Afrique, mais on est à 70% de la population vit aujourd'hui encore toujours du secteur informel. Donc ça veut dire des petites entreprises, de l'auto-emploi, du petit entrepreneuriat. Et ces personnes-là sont effectivement des personnes extrêmement vulnérables, justement, en cas de, s'il y a un pépin de santé qui se produit, en fait, eh ben, elles sont extrêmement vulnérables parce que toute leur activité économique dépend d'elles-mêmes ou des 2-3 personnes qui gravitent autour d'elles, comme les indépendants, finalement, aujourd'hui, chez nous, quoi. Oui. Et donc, s'il y a un pépin de santé, s'ils ne savent plus aller travailler, ben, ça met toute la famille, en fait, en danger. Et donc, c'est ça qui est vraiment extrêmement important à comprendre aussi, c'est cette dimension économique derrière le facteur santé, quoi. Il est bien sûr difficile de faire le tour de l'ensemble des axes sur lesquels vous travaillez. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rester centrée sur la santé et les actions que vous menez à ce niveau-là. Et il en est une qui me semble particulièrement intéressante aussi, c'est celle des mutuelles de santé. Alors, tu nous expliques ce dont il s'agit, Émilie ? Oui, donc une mutuelle de santé, en fait, nous en Belgique, tout le monde en a une. C'est quelque chose qui paraît très naturel. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans le reste du monde. Donc si on part en Afrique, par exemple, il faut savoir qu'on est à environ 8% de la population qui est couverte par soit une assurance de l'État, soit une mutuelle de santé. Donc il y a un énorme travail à faire. Et donc, dans ces pays-là, ça veut dire qu'un enfant tombe malade et ça peut engloutir l'ensemble du revenu d'une famille. C'est très important de travailler sur cet accès aux soins de santé et cet accès économique en fait aux soins de santé pour que les familles, quel que soit leur revenu, puissent avoir accès à des soins corrects. Donc nous, c'est ce qu'on fait. En fait, on travaille avec des mutuelles de santé sur place. On développe des petites mutuelles. Et grâce à ça, notamment les mamans peuvent faire suivre leur grossesse à moindre frais. C'est vraiment le même fonctionnement qu'en Belgique, c'est avec le tiers payant. Donc elles payent une petite partie et la communauté prend en charge le reste. Et donc ça leur permet d'avoir un suivi de grossesse et de pouvoir aussi faire soigner leur enfant à la naissance. Par exemple, s'il y a besoin d'une césarienne, ce genre de choses, tout ça est pris en charge par les mutuelles de santé. Et donc, des mamans qui ont très peu de revenus vont pouvoir, grâce à ce système, avoir un suivi correct. Et comme ça, on travaille sur les chiffres de la mortalité maternelle dont j'ai parlé au début et vraiment améliorer parce qu'il y a un suivi correct. Et donc, vous travaillez en collaboration avec des mutuelles d'ici, en Belgique ? Alors, on a un partenariat structurel et financier, pour dire les choses, avec l'Union des mutualités libres. Enfin, aujourd'hui, on dit mutualité libre. C'est Partenamut. En fait, Partenamut est une des mutuelles membres de la coupole mutualité libre. Mais sur le terrain, en fait, on travaille surtout à 3 niveaux. On travaille avec les mutuelles de santé dans les communautés villageoises. En fait, ça, c'est vraiment les petits bureaux de mutuelles qui sont organisés par la communauté. Vraiment, c'est eux qui vont aussi choisir dans le paquet de soins qui est remboursé, ceux qui veulent faire rembourser, parce que la réalité au Nord-Bénin n'est pas la même que la réalité au Sud-Bénin. Et donc, s'il y a une morsure de serpent, par exemple, parce qu'il y a des serpents venimeux dans le nord du Bénin et que c'est important de se faire rembourser s'il y a une morsure de serpent au Nord-Bénin, ce ne sera pas spécialement la même chose dans le sud du Bénin, quoi. Ouais. Bon, là, je donne le Bénin comme exemple. Et donc, on travaille à la structuration de ces petites mutuelles, aussi au niveau de leur gouvernance, leur organisation, leur bon fonctionnement. Au deuxième niveau, on travaille au niveau des fêtières, donc les coupoles plus, on va dire, on travaille au niveau de la zone de santé plus globale, on a un niveau au-dessus. Et on travaille aussi au niveau des politiques nationales avec là pour essayer aussi de faire du plaidoyer parce qu'évidemment c'est quand même une grosse thématique dans la politique de santé des pays, quoi, de cette prise en charge. Et là on essaye de se structurer avec les différents acteurs qui sont présents dans chaque pays pour avoir une influence aussi au niveau des plaidoyers et de ce qui se passe au niveau de l'État aussi, quoi, parce que c'est super important. Votre action est vraiment militante dans le bon sens du terme pour activer des leviers qui soit sont pas encore vraiment présents ou dont il existe des stigmates et qui pourraient prendre une ampleur plus importante. Oui, tout à fait. Au niveau national, des politiques nationales, l'influence qu'on essaie d'avoir à ce niveau-là, on le fait aussi en coordination avec les différents acteurs. On ne fait pas ça tout seul, il faut vraiment se coordonner avec les acteurs présents dans les pays qui travaillent sur cette thématique-là aussi.
Nous, on ne sait pas couvrir l'entièreté d'un pays. C'est juste, on n'a pas malheureusement les moyens pour faire ça. Mais donc, on couvre des zones. Et alors, en fonction des acteurs qui sont présents dans les autres zones, on se structure et on s'organise pour, au niveau national, faire un plaidoyer qui a du sens. Vous avez des contacts avec la population en direct? Vous avez du retour de ce que vous faites ou pas vraiment? Moi, ici, j'ai eu la chance, il y a un petit mois, de partir au Bénin où j'ai rencontré des mutualistes et justement une dame qui me disait « Ah, mon enfant est tombé malade. S'il n'y avait pas eu la mutuelle, je sais que ça se serait très mal passé. » Une autre, elle s'était fait morte par un serpent. Et en fait, c'est tous des gens, s'il n'y avait pas les mutuelles derrière, ils savent qu'ils ne peuvent pas payer les soins de santé, donc ils ne le font pas. Et donc, après... Avec les conséquences voilà, qu'on peut exactement. imaginer, évidemment. Ouais. C'est chouette de recevoir ces témoignages-là et de se rendre compte vraiment à quel point ce qu'on fait, c'est peut-être une petite goutte d'eau, mais pour ces gens-là, en fait, ça change tout. Mais pour vous, c'est une source de motivation incroyable. Je veux dire, on revient de là gonflé à bloc en se disant waouh, le sens, il est là, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui dans l'association ? Comme partout, en fait, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent et les moyens humains. Donc c'est clair qu'en tant qu'association, on dépend énormément des subsides et que c'est difficile de clôturer les fins de mois, les fins d'année. Souvent, on est limité dans les projets qu'on veut faire à cause de ça. Et puis, si vraiment on se centre sur ce projet de mutuelle de santé dont on a parlé, ici, il y a une partie du projet, on vient de démarrer. C'est un projet pilote un peu. En fait, ces mutuelles, c'est aussi des moyens de communication énormes parce qu'on s'adresse à des gros groupes de population. Et par là, on voudrait travailler sur la santé des mamans en développant de la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et sur tout ce qui est maladies sexo-spécifiques. Et donc là, on a commencé l'année passée à travailler là-dessus, donc de la prévention auprès des jeunes filles, mais aussi du dépistage de masse des cancers du sein et du col de l'utérus qui font de plus en plus de ravages en fait en Afrique. Ce sont des projets pilotes. On voit ici, après 1 an, les premiers résultats qui sont encourageants et on voudrait continuer et les amplifier. Pour l'instant, on a commencé au Bénin, on voudrait le faire aussi ailleurs parce qu'on voit que ça fonctionne. Pour tout ça, il faut des fonds, il faut que ça suive au niveau financier derrière. Vous en trouvez facilement des fonds, des donateurs? Est-ce que vous recevez des legs? Comment ça se passe? Alors, la question de l'argent dans les ONG, c'est toujours une question qui intéresse beaucoup de monde. Bon, oui. Nous, déjà, pour préciser, on est une ONG reconnue par l'État belge. Donc, ça veut dire qu'on est, comme disait Émilie, on vit principalement de subsides. C'est comme ça. Bon, dans le secteur associatif, malheureusement, c'est quand même souvent le cas. Donc, on est reconnu par l'État belge, par la coopération au développement et par l'Union européenne aussi. Donc, on met en œuvre des programmes. On parle pas de projet, on parle vraiment de programmes parce qu'ils nous font confiance au niveau de notre structure, de notre approche. Donc, on est financé sur des bases de 5 ans, en tout cas au niveau de l'État belge. Et l'Union européenne, c'est un peu différent. Là, on parle encore de projets, ça dépend un peu. C'est des projets qui vont de 2 à 3 ans. Hein. Et ça forme, on va dire, la grosse partie de nos financements, ce qui nous permet de mettre en œuvre vraiment notre stratégie d'intervention sur 5 ans, même sur 10 ans, parce qu'on doit rentrer des stratégies sur 10 ans qui sont sur base de 2 fois 5 ans de tranches de subsides, on va dire ça comme ça. Et ça nous permet d'avoir un peu des revenus garantis pendant 5 ans, ce qui est très important parce que c'est des enveloppes quand même fermées. Donc, on sait qu'on a ça pendant 5 ans. Après, ces subsides ne viennent pas financer 100% des budgets. Ça finance généralement 80%, entre 80 et 90% en fonction du bailleur, si c'est l'Union européenne, si c'est l'État belge. Et donc là, le solde, en fait, les 20% restants, on va les chercher au niveau des financements d'entreprises, de fondations, des fondations privées, des fondations d'entreprises, et bien sûr, effectivement, aussi chez monsieur, madame, tout le monde, le donateur privé. On a une base de données de donateurs qui n'est pas énorme parce qu'on est très lié, notre histoire et notre positionnement fait qu'on est lié quand même aussi à l'UNIF et que les gens qui nous suivent historiquement ont un lien de près ou de loin avec l'université, mais pas que, ça change quand même aussi. Et donc voilà, ils nous sont assez fidèles, donc on les remercie pour ça, mais on essaye de diversifier au maximum notre source de revenus pour diminuer les risques aussi, parce qu'on est très dépendant des risques à ce niveau-là. On a bien vu la crise économique ici qui a touché post-Covid, parce que étonnamment, pendant le Covid, les gens ont montré une grande solidarité. Ça nous a fait chaud au cœur aussi de voir que dans ces moments difficiles, justement,
on pouvait plus compter sur nos donateurs. Par contre, après, c'est vrai que ça a été la douche froide, hein, on l'a bien senti passer. Et ça reste compliqué aussi encore ici maintenant. Depuis lors, on a quand même, on voit que les dons, en tout cas au niveau des privés, des donateurs privés, c'est plus compliqué à faire rentrer. Ça stagne en fait. Ouais. Et vous organisez aussi des événements pour récolter des fonds ou c'est pas du tout dans vos habitudes ça? Des gros événements type gala de charité, tout ça, non, on fait pas trop parce que ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande aussi pas mal de frais à pouvoir débourser en amont. Et donc, c'est pas trop dans la politique. On fait des petits événements. D'ailleurs, on en a un ici le 28 mars bientôt. On profite de la présence de nos collègues du terrain qui seront là pendant 2 semaines pour réfléchir justement sur notre stratégie d'intervention. Et on organise alors un événement, mais ça reste assez petite échelle. On attend une centaine de personnes. Mais c'est l'occasion de rencontrer justement. C'est surtout l'occasion de rencontrer et d'échanger, effectivement, de fidéliser les gens, de leur montrer, de pouvoir parler avec les gens de terrain. C'est quand même très différent que quand ils sont là, c'est d'échanger en direct en fait et de pouvoir. Oui, puis ça concrétise en fait l'action aussi et ça rassure. Tout à fait. Pas mal de monde aussi, puisqu'on a toujours l'impression que parfois on donne et on ne sait pas très bien où ça va. Oui. Mais vous êtes reconnu, donc... on est reconnu, on est très fort contrôlé. On a des rapports financiers à rendre tous les ans auprès de nos bailleurs principaux. On a des audits externes qui sont faits aussi tous les en fin de programme. On a des évaluations intermédiaires à mi-parcours. D'ailleurs, c'est l'année des évaluations. Donc, on est vraiment fortement contrôlé. C'est très bien, mais voilà, c'est pas, l'argent n'est pas jeté par les fenêtres. Non. Alors ça, c'est pour les fonds. Est-ce que des bénévoles, vous en avez assez? Vous faites appel à des bénévoles? Comment ça se passe? Nous, on est principalement une équipe de salariés parce qu'on est de nouveau une ONG de développement. Donc, quand on est présent sur le terrain, on est présent quand même sur le long terme. Donc, ça veut dire entre 10 ans, 15 ans, même parfois 20 ans dans une même région. Pour donner un petit exemple, le Sud Kivu, ça fait plus de 30 ans qu'on y est, par exemple, parce que c'est une zone vraiment particulière. Hein. Je pense que c'est une zone, une zone, les conflits perdurent et sont loin d'être finis. Et donc, pour garantir cette durabilité, cette présence, il faut du personnel. Hein. Mais nos collègues sont des professionnels. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui savent vraiment ce qu'ils font, qui ont une expertise. Et donc, ici, en Belgique, on est 17, ici, au siège à Louvain-la-Neuve. Et si on compte les collègues qui sont sur le terrain, on est une cinquantaine, au total. On est financé par l'État belge, l'Union européenne, pour notre programme, donc pour notre expertise, pour ce qu'on apporte aussi en termes de plus-value sur le terrain, de ce qu'on peut apporter en termes d'expertise, de soutien auprès des associations locales, parce qu'on travaille avec des acteurs locaux qui sont les personnes qui sont en premier lieu en contact avec les populations. En permanence, et donc, ça, c'est des postes qui sont généralement subsidiés en fait dans les programmes. Donc ça, c'est pas des choses qui sont sur fonds propres. Alors ça explique aussi le pourquoi on est des professionnels, on a des bénévoles aussi. On a des bénévoles surtout au niveau des étudiants. Beaucoup d'étudiants qui viennent, bénévoles stagiaires, en fait les deux, qui avec des comme l'université est un de nos partenaires principaux. On a pas mal d'étudiants qui viennent faire des stages chez nous, mais on compte aussi pas mal d'étudiants bénévoles ou même bénévoles qui vont faire des missions aussi parfois d'expertise ou qui viennent ici après leurs études parce que eux aussi sont en quête de sens en fait et ont envie aussi de pouvoir apporter leur petite pierre à l'édifice. Donc on en a, mais on n'est pas fondé sur un système de bénévoles. Alors quelques petites questions. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, Émilie, par exemple? Je pense que le plus difficile aujourd'hui, c'est vraiment de se heurter à des événements sur lesquels on n'a aucune prise, en fait. Des exemples, le changement climatique, dans la plupart des pays où on travaille, il est là, il est présent, les populations le vivent au jour le jour. Des catastrophes naturelles, des conflits qui vont mettre par terre des efforts, des dizaines d'années de travail. Donc ça, c'est très difficile. Et puis aussi, de voir, normalement, l'État belge, parmi d'autres, il s'est engagé à mettre 0,7% du PIB dans la coopération au développement. Et pour l'instant, on n'est pas du tout à ces chiffres-là, on est à peine à 0,3. Et donc, travailler comme ça, avec des budgets rabotés, voir les réalités sur place où les besoins sont immenses, ça, c'est compliqué. Oui. Qu'est-ce qui est le plus motivant ou gratifiant, par contre ? Moi, je dirais que c'est notre impact, en fait, voir que ça marche, que ce qu'on fait, ça change les choses. Je vous disais tout à l'heure, avoir en face de soi des personnes qui disent ça, ce projet-là, ça a changé quelque chose pour moi, ça a sauvé la vie de mon fils, de ma fille,
ça, en fait, là, on sait qu'on a gagné, quoi. Et dans ces moments-là, on sait qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras parce que ça a du sens. Oui. On se sent utile et important. Voilà. Et alors, quel message, Marie, toi, t'aimerais faire passer dans ce podcast? Que la santé des femmes, que ce soit ici, ailleurs, elle n'a pas de prix, en fait. Et que, voilà, nous, notre combat ici qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de mettre tout en œuvre pour garantir un accès aux soins de santé pour les femmes, pour les jeunes filles. C'est une thématique très vivante ici aussi en Europe et ça l'est d'autant plus là-bas où il y a cette fragilité économique. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs, j'allais dire téléspectateurs, mais non, c'est les auditeurs, déjà à nous suivre, à faire connaissance avec nous et bien sûr à nous soutenir, évidemment. Voilà, donc rendez-vous sur notre site internet pour ça. Peut-être avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux mamans d'ici, justement, pour qu'elles aient envie d'aider les mamans là-bas? Mais je crois qu'en tant que maman, on sait à quel point une grossesse et un accouchement, ça peut être vraiment stressant, ça peut être angoissant. Mais on sait aussi qu'ici, on est entouré, on a un personnel médical qualifié, on a du matériel, des structures de soins très qualitatives. Et alors, je pense que juste essayer de réfléchir à toutes celles qui n'ont pas ça, qui ont leur grossesse sans suivi, qui savent pas où elles vont, qui vont accoucher, elles savent pas comment ça va se passer et qui savent qu'il y a de gros risques que ça se passe mal. Donc pensez à toutes ces dames et essayez que les choses changent pour elles et que les choses s'améliorent et qu'elles puissent avoir des grossesses suivies et des accouchements entourés par un personnel de qualité. Voilà, cet épisode spécial touche déjà à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à le faire connaître autour de vous. Il est disponible sur le site www.podcaston.org où vous pouvez aussi découvrir des centaines d'autres associations à travers tous les autres podcasts participants. Pour terminer sur une note engagée, si le cœur vous en dit, rendez-vous sur le site de www.louvaincoopération.org pour faire un don. Et je mettrai toutes les infos sur notre blog aussi pour que vous les retrouviez facilement. Ou vous pouvez aussi faire une promesse de don pour Louvain Coopération sur podcast.org, histoire de boucler la boucle de ce formidable événement de solidarité. Donc je compte sur vous tous et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité à Demande à ta mère. Au revoir Émilie et Marie, merci d'avoir été avec nous. Un grand merci. Au revoir et merci. Oh là là.